Bonsoir et merci tout d'abord aux organisateurs de cette soirée, Bétosim et Simbéton et l'EFB, et aussi à la Maison d'Architecture et à Michel Perrault qui nous accueille. Alors, je voudrais vous emmener dans un circuit à la fois spatial et temporel à la rencontre du béton, ou plutôt des bétons armés, puisque ce matériau, on vient de le dire, est un matériau à la fois unique dans son principe de base, de l'eau, des agrégats, du ciment, beaucoup d'eau d'ailleurs, et de l'acier, le tout soudé par le fait que les agrégats solidifiés et l'acier ont le même coefficient de dilatation et parviennent donc à se déformer harmonieusement ou quasi harmonieusement. Donc le béton qui procède de cette unité conceptuelle initiale est un matériau dans lequel se sont cristallisés bien des enjeux artistiques. Il a été pour certains le matériau fétiche de la modernité, enjeux esthétiques, enjeux politiques, les nations se disputant la paternité du béton en Europe. C'est un matériau que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant réinventé, et s'il est un aspect du béton qu'il serait intéressant de promouvoir à l'occasion de ce nouveau concours, c'est bien d'être au plus près de la recherche technologique d'aujourd'hui, particulièrement fascinante en matière de béton. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Je voudrais commencer par une image qui est évidemment l'image que l'on a associée souvent au béton, celle de la monotonie de la construction industrialisée des années 50 à 70, fortement tirée en avant par des procédés français dont l'origine était plus complexe, exportés jusqu'au fond de la Sibérie, et réexporté par les Russes jusqu'à Cuba. L'architecture du panneau de béton est une architecture qui en est venue à qualifier certains systèmes étatiques verrouillés eux-mêmes. Sémantiquement, il est intéressant de se souvenir que l'establishment tardo-communiste de la Pologne dans les années 80 était dénommé en polonais Beton. Ça ne demande pas de traduction. Et que le système constructif que privilégiait la République démocratique allemande, comme pour une part l'Allemagne de l'Ouest, un système à base de panneaux dérivé du système Camus, s'appelait die Platte en allemand, le panneau, ce qui est presque, je dirais, sonne presque comme Pleite, c'est-à-dire faillite, la faillite que le système a fini par connaître. Alors ce matériau qui nous intéresse aujourd'hui est un matériau qui a été, en tout cas, on l'a dit tout à l'heure, longuement assimilé à longtemps considéré comme un matériau quasi national. J'en veux pour preuve cette image extraordinaire imprimée sur une plaquette célébrant le centenaire du béton armé en 1949, célébrant donc les 100 ans de l'invention du jardinier Joseph Monnier. Et il est vrai que le béton armé a été initialement dénommé en Allemagne, alors que la compétition entre l'Allemagne unifiée et la France était intense, le béton était dénommé par les Allemands Monnier Béton, c'est-à-dire béton Monnier, reconnaissant ainsi le fait que l'origine des recherches était une origine française. Et je m'arrête ici une seconde, pour évoquer cette constance de la considération nationale du béton. L'ouvrage que vous voyez sur cette image, Bauen in Frankreich, alias Construire en France, sous-titré Construire en fer, construire en béton, est le premier ouvrage publié par Siegfried Giedion, dont on connaît surtout le livre Espace-temps et architecture. En 1928, le premier livre de Giedion est consacré à une étude très serrée des relations entre la nouvelle architecture qui émerge à Paris et dans le reste de la France, et deux matériaux qui sont l'un le fer et surtout le béton armé, qu'il considère comme un matériau de laboratoire, terme intéressant, et il discute le travail d'une série d'ingénieurs et d'architectes, ici un pont en bowstring de Freycinet. Cette dimension du béton dans l'histoire française, elle s'ancre à toute une série de moments expérimentaux. Le travail de Cointreau dans la région Rhône-Alpes, Cointreau qui améliore, transforme, modernise la construction en pisé
et notamment l'utilisation, comme vous voyez ici, de systèmes de banches perfectionnés. C'est aussi dans cette région que Vicat développe les ciments artificiels, et c'est ensuite au contact et grâce au développement des mathématiques enseignées à l'école polytechnique que la résistance des matériaux va se développer. Je ne parlerai pas de la chimie, donc il est légitime, et moi qui suis, vous allez le voir, un internationaliste résolu, je peux librement dire qu'il est assez légitime de considérer que les précédents en matière d'invention du béton sont très largement français. Ensuite, les choses changent. En tout cas, Cointreau met au point des systèmes qui vont être utilisés et développés et qui sont diffusés en tant que tels jusqu'au fond de la planète. Mon exemplaire du livre de Cointreau sur les constructions en pisé, que j'ai scanné ici, je l'ai trouvé chez un bouquiniste, en français dans le texte, de Leningrad il y a une vingtaine d'années. Ce qui veut donc dire que les Russes avaient la connaissance de cette littérature. Il n'était pas arrivé après la Révolution. Ici, il y a un très beau tableau publié par Henbik dans le béton armé sur les systèmes de construction comparés. Alors, je ne vais pas vous entrer dans les détails pour comparer les systèmes de Henbik, de Coignet, de Cotensin. Ingénieurs et entreprises rivalisent à la fin du 19e et au début du 20e siècle pour imaginer des systèmes différents et les breveter. Le travail des entreprises passe à l'époque par le brevet, et cette interaction ou cette intersection entre l'histoire du béton et l'histoire de la propriété industrielle est particulièrement intéressante. C'est aussi une espèce de chambre d'échange entre ingénieurs libres ou ingénieurs d'entreprise et architectes et chercheurs. Henbik, rassurez-vous, je ne lirai pas beaucoup de citations, mais une citation d'Henbik me semble particulièrement importante lorsqu'il essaye précisément d'arracher le béton à un regard trop scientifique, en mettant en avant des considérations plus empiriques. Il dira, définissant les systèmes en béton, les facteurs qui interviennent dans ces formules sont les charges, les portées qui forment les bras de levier de ces charges, les résistances des matériaux employés, la hauteur des couples formés par les solides et le bras de levier de la résistance des matériaux. Cela constitue une petite cuisine bien simple. Ce terme que je trouve particulièrement savoureux, dont tous les éléments sont bien compréhensibles et nous suffisent pour composer en béton de ciment et faire des combinaisons de charpente et planchers solides et économiques. Donc une petite cuisine bien simple opposée à un regard hyper scientifique sur le béton, c'est ce que préconise Henbik et ce qu'il met en pratique avec des projets démonstratifs que j'évoque parce qu'il me semble aujourd'hui particulièrement intéressant. Le siège social de l'entreprise Henbik et son bureau d'études, rue Danton à Paris, bâtiment qui semble être en pierre mais qui est en fait, pour peu qu'on regarde les ouvertures, impossibles à réaliser en maçonnerie comme ces ouvertures cintrées, et pour peu qu'on regarde le chantier, on se rend bien compte que le béton est passé par là. Henbik utilise aussi sa propre maison à Bourg-la-Reine, qui m'avait fort surpris lorsque j'étais en maths sup au lycée Lacanal et que je passais devant tous les matins. J'ai fini par comprendre ce que c'était sur le tard. Cette maison d'Henbik est une maison bizarre avec un toit terrasse habitable, 20 ans avant Le Corbusier, toit terrasse sur lequel se trouvait un potager, et surtout, on le voit ici, on le devine au travers de ces détails de façade, toute une série d'expériences en matière de texture, béton gratté, lavé, poli, enduit, etc. Une démonstration des potentiels du matériau. Henbik continuera ce travail au travers de ses projets. Les archives Henbik conservées aujourd'hui à la Cité de l'Architecture contiennent à peu près 150 000 dossiers d'œuvres, dossiers de projets réalisés par Henbik entre 1880 et 1939. Et je dirais ici une autre chose. Le béton, entre autres, n'a pas que cette dimension française. Le béton correspond aussi à l'émergence des multinationales du bâtiment. Henbik opère dans tous les pays du monde par le biais de concessionnaires qui lui draguent des affaires ensuite étudiées à Paris. Ici, à Héliopolis, à côté d'Égypte, à côté du Caire, en Égypte, le palais hindou du baron Empin, de l'architecte Alexandre Marcel. Et lorsqu'Henbik expose dans les expositions universelles, vous voyez ici comment
le déploiement international de ces chantiers peut être présenté. NBIC utilise enfin, et j'en arrête ici, mais c'est, je pense, assez significatif, une panoplie de médias pour promouvoir le béton. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'action des comités, des sociétés, des groupes qui essayent de prêcher l'évangile du béton, si je puis dire, trouve un précédent dans la revue qu'NBIC crée, qui est une des premières revues d'entreprise du bâtiment, peut-être la première, Le Béton Armé, publié pendant des décennies, et revue dans laquelle on présentait les chantiers, et aussi ces films catastrophes que vous voyez à droite. C'est l'image d'un tremblement de terre en Tunisie, je crois, où l'on voit que les bâtiments en béton ont bougé, mais étant monolithiquement construits, ils sont restés complètement en état une fois déplacés par rapport à leur assiette. Une très étonnante photo. Alors, d'autres procédés apparaissent, et des procédés intéressants et qui se révèlent rapidement des impasses. Le procédé Cotensin, qui est dans lequel le béton est coulé dans des coffrages perdus en briques, armés par des fils de fer assez fins. Le premier grand bâtiment en béton armé à Paris, bâtiment scandaleux, dont le chantier est arrêté, car comme le montre la photo de gauche, il effraie fortement le public. Lorsqu'on voit ces ossatures se dresser dans le vide et menacer apparemment en tout cas ne pas enclore l'espace. Vous voyez à droite un dessin du procédé Cotensin qui se trouve dans les archives d'Anatole de Baudot, l'architecte de cette église de Saint-Jean-de-Montmartre, qui est vraiment le premier monument du béton armé à Paris. Saint-Jean est aussi une église importante, on a ici une vue de la nef, et un dessin que fera plus tard Baudot, qui va travailler à imaginer de grandes salles d'assemblée publiques en béton. Saint-Jean-de-Montmartre est aussi important parce que c'est un bâtiment qui manifeste clairement l'idée, ou sans doute l'illusion, que le béton trouve un précédent dans l'architecture gothique, dans une architecture gothique interprétée de manière fautive, on le sait aujourd'hui, comme une architecture de nervures et de membranes opérant de manière distincte. Ces premières recherches sur le béton sont aussi des recherches historiques et notamment passent par l'étude des bétons antiques. Ici, une planche du recueil de Choisy, L'art de bâtir chez les Romains. Je passe au moment héroïque en termes d'architecture, bien que Saint-Jean-de-Montmartre en soit un, le travail d'Auguste Perret et de ses frères. Et je reviens à nouveau sur cette question d'entreprise. Le béton est un matériau qui a le potentiel de subvertir parfois la division du travail entre entreprise, bureau d'études et architecte. NBIC était à la fois bureau d'études et entreprise, Perret était bureau d'études et architecte, et lorsqu'il construit avec ses propres deniers, enfin avec l'argent de la famille, l'immeuble du 25 bis rue Franklin, toujours debout aujourd'hui, où se trouvait à la fois son agence et son appartement tout en haut, eh bien, il le fait réaliser par NBIC. Important, rue Franklin, le fait que le béton, dans ce qui est sans doute le premier bâtiment d'habitation à utiliser le béton de manière démonstrative, donc en 1903-1904, le béton n'est pas considéré comme étant montrable. Et il est donc habillé de terre cuite par les grès du céramiste Alexandre Bigot. Et cette question de la surface du béton, est-elle une surface de béton, est-elle une autre surface, est posée d'emblée dans ses premiers projets comme par Perret. C'est parce qu'il intervient, c'est très intéressant, une histoire qui a été racontée maintes fois et que, notamment lors de l'exposition sur Perret, dont j'avais été commissaire général en 2002 au Havre et puis à la Cité de l'Architecture, c'est parce que Perret intervient comme bureau d'études en béton qu'il prend le contrôle du projet de son premier grand monument, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, alors qu'il était simplement consultant dans un projet qui avait été commandé à Henri van de Velde et qui était initialement conçu en fer. Perret arrive pour faire le projet en béton et par le transfert dans la sphère de l'architecture de techniques de travaux publics, en l'occurrence, ici vous voyez l'amorce de 4 arcs en béton qui en fait sont des ponts en bowstrings avec un arc et des suspentes qui portent
le plafond de la salle, c'est par le transfert de solutions des travaux publics qu'il arrive à imaginer une solution qui va lui permettre de contrôler ce très beau projet. Perret travaille au même moment sur d'autres idées, d'autres hypothèses de structure, le théâtre des Champs-Élysées et l'idée de l'ossature orthogonale. Ici, les magasins Valu, construits à Casablanca en 1914, sont la première expérience de Perret sur les voûtes minces, des voûtes qui font jusqu'à 3 cm, aussi peu que 3 cm d'épaisseur. Donc, une recherche multiforme qui aboutira avec l'église du Rincy, en 1922, à la combinaison des deux systèmes, du système orthogonal et du système des voûtes minces. L'église du Rincy, considérée à l'époque, selon une expression trop souvent entendue comme la Sainte-Chapelle du béton armé, est un bâtiment qui, par ailleurs, est assez conservateur. C'est un bâtiment symétrique, c'est un bâtiment qui, dans son organisation, reprend le plan basical des églises. Ce n'est pas un bâtiment extrêmement inventif, mais il intègre tous les potentiels que le béton armé présente à l'époque. Perret commence alors aussi à changer sa démarche et à s'intéresser aux surfaces que le béton peut produire. À gauche, les grès de Bigot rue Franklin. À droite, des traitements de béton gratté. Si vous voyez par exemple le magnifique immeuble de la rue Renoir, où plus tard Perret déplacera et son agence et son appartement, on y trouve un magnifique catalogue de textures de béton. Enfin, Perret, accédant à des commandes d'État alors qu'il était initialement totalement méprisé par l'establishment architectural et par l'État, Perret accédant par exemple à la commande du musée des travaux publics inauguré lors de l'exposition de 1937, s'efforce avec le béton d'atteindre à une dignité monumentale qui a comme idéal à la fois le temple grec, dans cette sorte de futaie de la salle d'exposition, et les hôtels particuliers parisiens dans cet escalier que vous voyez à droite. Actuel Conseil économique et social, facile à visiter. De manière tout à fait révélatrice, au moment même où le Théâtre des Champs-Élysées, qui est inauguré en 1913, est considéré par certains critiques conservateurs comme étant une architecture Bosch, c'est avec le béton armé que des démonstrations très fortes sont faites en Allemagne. Ici, la halle du centenaire, la Jahrhunderthalle, construite à Breslau, aujourd'hui Wrocław en Pologne, par Max Berg, 1912, qui est en fait la réponse en béton et en Allemagne à la Galerie des Machines de 1889, et qui est sans doute la première coupole à dépasser les coupoles de l'Antiquité, le Parthénon et Sainte-Sophie. La première coupole moderne. C'est un bâtiment qui est fondamentalement anti-français, si l'on peut dire, ou nationaliste, parce qu'il c'est le fleuron d'une exposition. Il est construit à l'occasion d'une exposition qui fait écho aux batailles de l'an 1812 et à la défaite des Français. Une exposition semblable, parallèle, a lieu à Leipzig, celle-ci à Breslau. Donc c'est un bâtiment qui manifeste la capacité des Allemands à se dégager précisément des modèles français et à fabriquer leur propre béton. Ici, quelques exemples qui nous montrent la diffusion de l'invention dans ces années, entre 1910 et 1920. Ici, par simple, je dirais, une simple curiosité touristique, les halles d'hydravion construites dans une ville qui s'appelait à l'époque Reval et qui s'appelle aujourd'hui Tallinn en Estonie, qui était à l'époque une dépendance de l'Empire russe, construite par des ingénieurs danois, magnifique structure de grandes voûtes à oculus, dans le même temps que le béton est le matériau avec lequel les lieux de production de l'automobile sont réalisés. Ici, la première grande usine de Ford, Highland Park, Detroit, 1908. L'architecte est Albert Kahn. Kahn, qui construira par la suite des centaines d'usines aux États-Unis, notamment pour l'automobile. De manière symptomatique, apparemment le béton est une affaire de fratrie. Kahn est associé avec deux de ses frères, dont un ingénieur qui s'appelle Moritz Kahn et qui invente des systèmes d'armature préfabriqués qui permettent de construire très rapidement ces usines pour l'automobile. Cette architecture qui est observée et discutée en Europe
elle, va être à la base sans doute de ce qui est le plus grand édifice industriel en béton construit en Europe entre 1917 et 1922, l'usine Fiat du Lingotto de l'ingénieur Matteo Trucco, qui est une sorte de gigantesque projet futuriste réalisé avec la piste d'essai sur le toit. Alors, on ne peut pas parler de béton sans parler de Le Corbusier pour toute une série de raisons, notamment parce que Le Corbusier était totalement clair, lyrique et éventuellement allant jusqu'à la démagogie dans la présentation du béton armé comme étant à l'origine de son invention d'une autre architecture. Le jeune Jeanneret, avant 1920, s'intéresse beaucoup au béton. Il a travaillé chez Auguste Perret. Il est ami avec Dubois, qui est un ingénieur suisse, Max Dubois, qui a traduit en français le principal manuel de béton de l'époque, le manuel de Mörch. Et en 1914, c'est donc avec le béton, on le voit en haut, qu'il imagine la maison Domino, qui est initialement un prototype pour la reconstruction des régions dévastées. Donc on y trouve là le système de béton, le système de l'ossature et des planchers. En 1919, il s'inspire des hangars de Perret pour imaginer les maisons monoles que vous voyez ici avec leur couverture, leur voûte mince en couverture. C'est effectivement une répétition ou une reprise du schéma utilisé par Perret à Casablanca. Et lorsqu'en 1920, Le Corbusier publie ses premiers articles dans la revue L'Esprit Nouveau, qu'il a fondée cette année-là, et qu'il procède à ses célèbres rappels à messieurs les architectes, l'architecture nouvelle qu'il préconise se fonde sur l'observation des silos à grains en béton d'Amérique du Nord, ici, ou d'Amérique du Sud, ici un silo de Buenos Aires qu'il a retouché afin de le rendre plus moderne en faisant disparaître les petits frontons qui se trouvaient sur la photo d'origine publiée 8 ans plus tôt par Gropius. Donc le béton armé, instrument de propagande pour une architecture nouvelle, est aussi à l'occasion le support d'une sorte d'exercice de Photoshop avant la date pour rendre les références plus modernes. En 1925, lorsque Le Corbusier publie son almanach d'architecture moderne, il est extrêmement heureux et inventif lorsqu'il rend hommage au cement gun, au canon à ciment, Ingersoll Rand, en montrant une image de la reconstruction de Tokyo après le tremblement de terre de 1923. Donc, véritablement, on ne sait pas dans ces publicités si elles ont été sollicitées par lui ou si ce sont de véritables publicités qui lui ont été demandées. En tout cas, vous voyez le soin avec lequel ils mettent en scène cette image frappante de ces dames japonaises passant devant un chantier de béton projeté. Lorsqu'en 1927, il présente ces 5 points d'une architecture nouvelle, ici, dans leur version de la première édition de l'œuvre complète en 1930, eh bien, le toit-terrasse, les pilotis, le plan libre, la fenêtre en longueur, la façade libre sont directement liés à l'utilisation du béton armé que l'on retrouvera évidemment dans ces grands projets manifestes, comme ici dans la Villa Savoie. Ce message que l'architecture moderne est fille du béton, bien plus que du fer, on le retrouve dans la plupart des livres fondateurs dans cette période. Le premier livre de Henry Russell Hitchcock, le livre de Hitchcock et Johnson en 1932, qui entend découvrir ou révéler un style international dont les caractéristiques sont celles que permet le béton armé. Et c'est au service de cet argumentaire que des images comme celle de la Villa de Savoie de Poissy vont se développer. Au même moment, il est intéressant tout de même de voir qu'une architecture bien plus médiocre, qui est celle contre laquelle Le Corbusier combat, se réclame aussi d'un nouveau règne, le règne du ciment roi. C'est ce que vous voyez ici, la couverture d'une plaquette publiée, enfin d'un recueil, on dirait aujourd'hui un portfolio publié en 1927 autour de toute une série de projets de la reconstruction des régions dévastées pendant la guerre, qui les présente comme étant véritablement filles du béton. Donc chacun s'approprie
le béton et tente d'utiliser l'aura du nouveau matériau pour propager ses idées. Les critiques modernes, et en particulier ceux que l'on rencontre en Allemagne, s'attachent aussi à prêcher pour une architecture nouvelle en béton. Ici, le livre de Fischer et Ludwig Hilberseimer, qui est un enseignant du Bauhaus et qui suivra plus tard Mies van der Rohe à Berlin, est un livre fondamental. Son titre, Béton als Gestalter, le béton comme donneur de forme. Le béton fait les formes. Et à droite, vous voyez une page de livre avec l'intérieur de l'usine Fiat de Turin que j'ai montré tout à l'heure. Lorsque Mies publie en 1922 ce petit manifeste pour présenter son immeuble de bureau en béton, en haut à droite, il prend soin de souligner que son immeuble de béton, avec les bâtiments en béton armé, sont par leur nature même des constructions à ossature, ce ne sont ni des nouilles ni des bunkers. Donc, très important ici de voir comment l'affirmation aussi en Allemagne de cette nouvelle direction dans l'architecture s'accompagne de la célébration du béton et s'accompagne d'une observation des développements parallèles dans le monde de l'ingénierie. Le travail de Freycinet ici sur le béton dans les hangars de dirigeables d'Orly, construits entre 1918 et 1922, ces ponts comme le viaduc de Plougastel. Gideon écrit dans son livre de 1928, Construire en France, je cite, c'est le même, et revenons à nouveau sur cette espèce d'architecture qui serait presque une architecture du sol, peut-être du sang. Gideon, qui est suisse, écrit « C'est le même sol qui a engendré la voûte d'ogive qu'Orly. La même énergie contenue refait surface, celle qui pousse à décharger le matériau, à croire la pierre capable de réaliser ce qui apparemment outrepasse ses forces. On peut facilement établir une filiation entre les arcs d'une gracilité confinant à la fragilité du cœur de Beauvais et les énormes paraboles de béton des hangars d'Orly. » Maillard en Suisse, avec ses ponts et les débuts de la construction en coque mince, comme le bâtiment que vous voyez en haut à droite, qui a été construit pour l'exposition de Lausanne en 1939. L'idéal apparaît aussi, qui est un idéal que l'on retrouve aujourd'hui dans certains projets récents, de faire avec le béton en un seul jet à la fois le bâtiment et l'ameublement, pourquoi pas. Ici, l'idée de la maison de Thomas Edison, que vous voyez devant son invention, c'est une maison qui est coulée comme le serait une sculpture, et dans laquelle on trouve de manière monobloc à la fois l'aménagement intérieur et le reste du bâtiment. Perret essayera d'utiliser les mêmes idées pour développer ce qu'il appellera la maison bouteille, donc une maison qui aurait été construite comme si le béton était coulé dans une bouteille. Les États-Unis deviennent en fait, avec Edison, un laboratoire extraordinairement intéressant aussi et complexe. On y construit le plus grand bâtiment du monde en béton. Il restera le plus grand bâtiment du monde jusqu'à la construction du Pentagone, autre bâtiment en béton en 1942. C'est la base de l'armée, la base de logistique de l'armée de Brooklyn par Cass Gilbert, l'architecte du Woolworth Building, qui est toujours là, qui est aujourd'hui un hôtel industriel et qui était une base de transbordement entre les trains et les bateaux au service de la contribution américaine à la guerre. Les Américains inventent des technologies également. Ici, le système dit tilt slab de la surface coulée au sol. Ce sont des arcs de la façade du club féminin de La Jolla en Californie par Irving Gill, qui est un architecte qui avait travaillé avec Sullivan et qui, ici, vous le voyez, fabrique au sol les façades qu'il dresse avant de les couvrir. Frank Lloyd Wright s'intéresse aussi beaucoup aux nouvelles technologies et travaille sur le béton de différentes manières. Il le fait à la fois de façon peut-être un peu surannée lorsqu'il utilise le béton pour faire lorsqu'il utilise le ciment. Il vaut mieux parler ici de ciment que de béton, bien qu'il y ait des chaînages en béton. Il utilise le ciment pour réaliser des blocs qui sont ensuite solidarisés par des tiges d'acier. C'est un peu un retour en arrière.
alors que la maison sur la cascade de 1936 est au contraire une espèce de réponse aux défis de l'architecture européenne et de Le Corbusier en particulier. La volonté d'un architecte qui a pratiquement 70 ans à ce moment-là de répondre à ce qu'il perçoit comme une menace et surtout comme une modernité illégitime parce qu'il se considère, lui, le fondateur de l'architecture moderne. Et la maison sur la cascade, vous le voyez, est un exercice sur le porte-à-faux en béton tout à fait remarquable et d'ailleurs assez contestable en termes statiques. La maison a très mal vieilli, le béton n'était pas vraiment, les armatures surtout étaient assez parcimonieuses et l'ensemble a dû être refait récemment. L'idée du béton coulé, donc, que l'on trouve chez Edison, s'accompagne aussi d'une autre présentation du béton qui est ce que j'appellerais le béton assemblé, les constructions de panneaux et qui trouveront leur heure de gloire dans les années 50, on les rencontre déjà ici dans les années 20, le célèbre Betondorp, en néerlandais, le village de béton construit à Amsterdam par Dirk Greiner dans la première moitié des années 20. Vous voyez déjà la même idée, les plaques qui sont coulées au sol et qui sont ensuite mises en place par cet échafaudage, par ce portique roulant en 1922, un chantier très spectaculaire pour des maisons assez modestes. Ces idées se développent aussi en liaison avec le travail du Bauhaus de Gropius. Ici, Dessau-Turten, une cité de logement de 1927-28 que Gropius met en œuvre en s'efforçant de transposer au monde du chantier ce qu'il comprend des méthodes de la chaîne de production de Ford. Donc l'idée, on parlait tout à l'heure du coût du béton, l'idée, l'économie est déjà présente dans la réflexion de Gropius avec l'idée que l'on doit pouvoir, dans la production du béton, atteindre le même type d'économie d'échelle que celle que la production des automobiles de Ford permet. Et pour cela, il faut créer la série, il faut simplifier les éléments, il faut les standardiser et former une main-d'œuvre qui travaille de manière taylorisée. À Francfort, au même moment, s'invente l'idée du grand panneau de béton tel qu'on le connaîtra dans l'après-guerre. C'est sur les chantiers expérimentaux d'Ernst May à Francfort, ici Westhausen, que l'idée des grands panneaux apparaît. Et vous voyez que ces systèmes sont déjà assez développés et raffinés. Ils vont se développer jusqu'en Russie, puisque l'équipe de May part en Russie en 1930 et y reste pendant quelques années. Et vous voyez ici deux immeubles qui ont l'air d'être des immeubles staliniens super décorés, mais qui en fait sont dans les deux cas, à gauche un immeuble de Mordvinov et à droite de Bourov, 1939-1940. Ce sont des bâtiments totalement constitués de panneaux préfabriqués. On peut penser, en regardant l'immeuble de droite, que le jeune Manolo Núñez, qui plus tard travaillera pour Bofill, dont je ne parlerai pas plus que ça aujourd'hui d'ailleurs, bien que Bofill ait joué son rôle dans le développement de la préfabrication tridimensionnelle dans les années 80, le jeune Manolo Núñez qui a vécu à Moscou a été inspiré par ces édifices. Ici, enfin, béton en temps de guerre, là je fais référence à mon travail récent architecture en uniforme, un projet hallucinant de machines à fabriquer les maisons, publié en 1943 dans un livre préfacé par Albert Speer, l'architecte, mais aussi le criminel de guerre. Albert Speer, entre parenthèses, criminel de guerre, non pas parce qu'il était un mauvais architecte néoclassique, mais parce qu'il exploitait du travail de déportés, avait comme principal assistant un certain Ernst Neufert, dont vous connaissez tous ces éléments de construction, le best-seller absolu de l'architecture du XXe siècle, hein, c'est le Vignol des temps modernes, pourrait-on dire, de Neufert. Eh bien, Neufert était l'assistant de Speer et il a publié en 1943 un livre sur la réforme de l'industrie du bâtiment, notamment par la coordination modulaire, préfacé par Speer, dans lequel il présente cette idée d'une usine foraine, dirait-on aujourd'hui, d'une usine à maison qui circule sur des rails, qui est alimentée par du béton ici, des toupies de béton, et qui laisse derrière elle, comme un escargot géant que suivrait une traînée de bave bétonnée,
des immeubles dont la longueur peut être aussi grande qu'on le veut. Donc c'est l'idée, si vous voulez, ici, très importante pour l'après-guerre, aussi, bien que ce soit un projet de la guerre, destiné à la reconstruction et à la colonisation de l'Est de l'Europe, l'idée du transfert vers le monde du béton des techniques de la fortification, finalement, des techniques utilisées au même moment pour le mur de l'Atlantique. Tout ceci a des effets sur le terrain, et ici je montre deux aspects extrêmes de la production allemande dans cette période. Neufert réalise en 1943 en béton et briques cette usine d'instruments d'aviation à Rhino, dans la plaine d'Alsace. Elle y est toujours aujourd'hui. Elle est même inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc cette idée d'une Europe nazifiée et en béton se développe dans le même temps que des projets expérimentaux sont réalisés dans des cadres différents. Ici, c'est une soufflerie aérodynamique qui se trouve au sud de Berlin, réalisée par les architectes Brenner et Deutschmann, avec l'ingénieur Finsterwalder, extrêmement intéressant ingénieur aussi dans l'après-guerre. Nervi développe aussi dans ce cadre, donc en répondant aux sollicitations de l'effort de guerre, c'est les grandes charpentes en béton de ces hangars à hydravion, situés à Orbetello, à côté de Rome, et qui ont été dynamités par les nazis pendant leur retraite. Après la guerre, eh bien, les techniques de béton qui avaient été mises au service des fortifications et qui avaient donc connu un très grand développement, qui avaient permis la naissance de grandes équipes de construction, sont rabattues sur la construction et la reconstruction, à commencer ici par ce prototype extraordinaire qu'est l'unité d'habitation de Marseille, où le Corbusier change sa stratégie sous la pression des événements, faisant en quelque sorte contre mauvaise fortune bon cœur. Il va transformer la mauvaise qualité de l'exécution du chantier de l'unité d'habitation, sur lequel plusieurs entreprises assez maladroites se succèdent, en vertu, faire de nécessité vertu, et proclamer qu'il a inventé, je le cite, l'esthétique du mal foutu, avec ce béton brut qu'on lui reprochera beaucoup, parce qu'il permet de l'assimiler lui-même à quelqu'un de brutal. Ce béton brut, c'est le perfectionnement et la rationalisation des conditions assez difficiles du chantier de l'unité d'habitation de Marseille, qui est étudié en 1946 et qui n'est pas achevé avant 1952. Bon, Le Corbusier, du coup, qui ne pratiquait pas cette forme de béton brut, l'utilise et le combine de mille manières, ici avec les maisons Jaoul de Neuilly, qui sont construites entre 1951 et 1955 et qui donnent naissance à une architecture qui se voudra volontairement brutaliste. La Tourette aussi, où le béton est particulièrement mal foutu, et vous avez une image du chantier de restauration il y a 3 ans. C'est très difficile à restaurer du mal foutu, parce que les entreprises de restauration des monuments historiques traditionnellement essayent de faire du bien foutu. Donc c'est particulièrement compliqué et ça devient paradoxal de faire des faux coffrages pour arriver à restaurer une texture de coffrage en recouvrement de celle qui a été rongée ou oxydée ou abîmée. Donc les problèmes de restauration sont difficiles ici. Ces projets de Le Corbusier dans l'après-guerre génèrent une autre architecture de béton qui n'est plus celle qui se centre sur l'idée de plan libre, de façade libre, etc. Encore que ces idées reviennent notamment dans les années 70 aux États-Unis ou même en France avec Siriani. C'est tout un travail sur la texture. Le thème devient la texture, et le problème devient celui de rendre la texture intéressante. C'est ce qui se passe, par exemple, avec ce très beau bâtiment de Paul Rudolph pour l'université de Yale, l'école d'art et d'architecture de Yale, construite au début des années 60 à New Haven, qui est un bâtiment dans lequel, vous voyez, ce béton rugueux, ce béton rainuré, ce béton permettant une sorte d'opposition entre parties lisses et parties plus texturées. Paul Rudolph va illustrer cette problématique au même titre qu'ici Marcel Breuer, dont on connaît à Paris le palais de l'UNESCO. Ici, c'est un bâtiment construit initialement pour New York University dans le Bronx, qui est à la fois expressif
par le porte-à-faux et dans le même temps, dans certaines de ces textures, qui part à la recherche de textures plus intéressantes. Les thèmes architecturaux de Le Corbusier, et celui des maisons Jaoul par exemple, ou de ses projets théoriques étant repris dans une architecture résidentielle en béton qui essaye de générer des tissus nouveaux. C'est le cas de la cité de Hallen de l'Atelier 5 à Berne, construit dans les années 50. Dans le même temps, Europe et Amérique du Nord s'emparent de nouveaux thèmes après avoir découvert au milieu des années 40 l'invention architecturale qui est intervenue notamment en Amérique latine, au Brésil, un peu moins au Mexique, surtout au Brésil, avec par exemple ici la petite chapelle d'Oscar Niemeyer à Pampulha, construite en 1942 avec ses voûtes minces de béton, et qui est connue notamment à partir de l'exposition du Musée d'Art moderne de New York en 1943 sous le thème 42-43 qui s'appelle Brazil Builds. Niemeyer développera ses projets les plus extraordinaires dans ces années-là, années 40, années 50. Ici, deux projets à São Paulo, l'immeuble Copan, qui est une des inventions les plus extraordinaires de Niemeyer, auquel il n'accorde pas aujourd'hui une très grande importance lui-même, à tort. À droite, l'intérieur des bâtiments de la Biennale de São Paulo, qui est construite en 1951, si je me trompe. Donc, l'invention de Niemeyer est extraordinairement féconde. Elle est critiquée par pas mal d'observateurs européens qui trouvent qu'elle est dangereusement formaliste et qu'elle... Oscar disait lui-même, en plaisantant, une fois j'avais visité avec lui sa maison de Canoas, et il me disait, je me souviens que quand Gropius l'a visité, il a dit, c'est très bien, mais ça ne peut pas se préfabriquer. Bon. Donc, c'était évidemment une reconstruction, mais il est vrai que les remarques de beaucoup de modernes américains et européens avaient été très négatives. Ici, le principal concurrent de Niemeyer dans cette période, qui est Eduardo Afonso Raidi, l'immeuble de Pedregulho, qui est une magnifique barre d'habitation sinueuse dérivant en partie du projet de Le Corbusier pour Alger. Et il y a beaucoup d'autres développements. Ici, j'en reste simplement à Pedregulho pour dire ce que Hitchcock, toujours lui, donc historien de l'architecture et critique nord-américain, écrivait en 1955 à propos, alors qu'il publiait un livre sur l'Amérique latine, il disait, je cite, « Une plus grande sympathie pour les structures en voûte de béton est perceptible au sud du Rio Grande », comme si l'architecture des coques de béton avait trouvé sa terre promise dans ces pays. Alors en fait, elle est extraordinairement diverse, et je voudrais rappeler que même bien que l'on connaisse beaucoup mieux l'œuvre de Niemeyer, qui est absolument magnifique, en tout cas au début des années 70, ensuite, personnellement, je la trouve beaucoup plus contestable. Il n'y a pas que Niemeyer et les Carioca, les architectes de Rio. Le travail des architectes de São Paulo est particulièrement remarquable. Ici, l'école d'architecture de Villanova Artigas, achevée au milieu des années 60 et qui a donc été le théâtre de grandes manifestations contre le régime militaire. Cette grande boîte portée sur des supports minces, c'est un autre univers de béton qui est inventé par les Brésiliens et qui est celui qu'a développé Paulo Mendes da Rocha, que vous voyez à gauche. Vous voyez à gauche le musée de sculpture à São Paulo, toujours de 1978, et vous le voyez à droite saisi dans son bureau à un moment où il explique précisément que le béton, ça sert à faire flotter des gros volumes en l'air. Et c'est exactement le cas de l'école d'Artigas où il enseignait avant d'être chassé par les militaires. Plus au nord, au Mexique, c'est le travail de Félix Candela, qui est un architecte espagnol qui est venu au Mexique après la fin de la guerre civile en Espagne et qui invente des structures extraordinaires. Ici, ce restaurant dans le sud de Mexico, à Xochimilco, dans un très grand jardin qui est sans doute le plus beau de ces bâtiments à base de paraboloïdes hyperboliques. L'invention se continue et se développe sous des formes parfois plus pures, sous des formes parfois plus impures. Ici, les constructions d'Eladio Dieste en Uruguay sont des constructions
dans lesquels vous voyez que les parements, les coffrages en briquettes sont gardés, donc qu'il y a une texture tout à fait intéressante sur la sous-face de ces voûtes, des voûtes de cette gare d'autobus. Il y a dans tout le continent une invention tout à fait remarquable qui ne trouve d'équivalent en Europe qu'à l'occasion de quelques rares moments. Un de ces moments, on le sait en France, est la reconstruction de Royan. Ici, vous voyez le marché à gauche qui a été réalisé par Simon et André Morisseau avec Bernard Lafaille comme ingénieur. Bernard Lafaille est assez vite remplacé après sa mort par Sargère sur ses projets. Et à droite de Gilet, l'église de Royan, également conçue par Lafarge puis Sargère. Donc Royan, qui est une reconstruction tardive par rapport à d'autres, est une reconstruction particulièrement démonstrative. Le thème de l'architecture religieuse est d'ailleurs un des thèmes dans lesquels finalement se prolonge un béton plus inventif que celui des grands ensembles dans cette période. Et c'est vrai dans beaucoup de situations nationales en dehors de la France. Ici, je donne comme seul exemple l'église de Sainte-Marie de Neviges en Allemagne, en Rhénanie, de Gottfried Böhm, qui est un bâtiment des années 60. Et vous voyez que c'est un bâtiment dans lequel on retrouve cette espèce de forme cristalline de l'architecture expressionniste des années 20. C'est une direction particulièrement frappante. En tout cas, le travail de Böhm, qui invente des structures continues d'édifices en béton formant des tissus urbains, est tout à fait remarquable. De manière tout à fait contemporaine, le travail de Parent et Virilio, ici la petite église Sainte-Bernadette de Nevers, achevée je crois en 1967, est un travail assez différent dans lequel la fascination de Paul Virilio pour les bunkers du mur de l'Atlantique, fascination d'enfance, vous voyez une de ces photos à gauche, est transposée et sert de point de départ à cette architecture assez solide. Il n'y a pas cependant que des édifices dont la solidité est la seule caractéristique, ou des édifices qui jouent par la masse. Les grands projets de béton armé de cette période, ou en tout cas de la fin des années 50, c'est aussi le CNIT à la Défense, avec les voûtes de Nicolas Esquillan. C'est aussi le travail de Nervi qui a échoué au concours du CNIT, mais qui réussit à réaliser les grands bâtiments pour les Jeux Olympiques de Rome en 1960. Ici, le Palazzo dello Sport, qui est une coupole qui, comme vous le voyez, semble être complètement en lévitation au-dessus de l'arène et portée par ces supports relativement légers, ces contreforts derrière. Frank Lloyd Wright, dont on avait vu Falling Water, la maison sur la cascade, réagit à ces nouveaux développements dans l'architecture de béton, et il le fait notamment en changeant son lexique formel et en s'engageant dans l'utilisation de la courbe, ici le chantier de la rampe du Guggenheim à New York. Cette architecture qui est tout à fait héroïque n'est pas sans poser des problèmes, à la fois des problèmes spatiaux qui ont été discutés à l'époque, mais aussi aujourd'hui des problèmes de restauration. Et je voulais justement en dire un mot pour rappeler que le béton, qui est un matériau que l'on a longtemps considéré comme éternel, est en fait un matériau mortel, ou en tout cas un matériau qui est susceptible de pathologies graves. Ici, une illustration publiée par le New York Times au moment de l'achèvement de la dernière restauration du Guggenheim. Le matériau n'est pas éternel. Il est éternel quand il est caché au fond des structures romaines et caché par des parements de briques ou enfoui sous la terre. Le béton laissé dans l'air des villes, même s'il est même s'il est enduit ou peint ou transformé en surface, souffre. Et ici, vous voyez cette étonnante cartographie des fissures du Guggenheim, de ces fissures qui ont une à une été soignées au moment de la dernière restauration. Image assez intéressante. Pendant que Wright achève le Guggenheim, c'est un chantier qu'il mobilise pendant environ 15 ans, entre 1944 et 1959. D'autres architectes imaginent des formes très différentes. Et je voudrais ici montrer le contraste entre l'architecture lyrique de l'aérogare de la TWA, cette compagnie aujourd'hui défunte d'Eero Saarinen,
qui est fini en 1959-60, donc qui est un ensemble de supports très solides et de voûtes minces assemblés, et puis le travail que fait Louis Kahn au même moment. Les laboratoires Richards de Kahn n'utilisent pas moins le béton, mais le font d'une manière extrêmement différente. C'est ici le système de l'ossature et surtout un système de construction préfabriqué et assemblé à sec que vous trouvez ici, pratiquement à sec. Je pense qu'un peu de ciment est coulé dans les joints. Mais vous voyez ces éléments de béton, ces poutres qui sont fabriquées au sol et ensuite assemblées pour les éléments en porte-à-faux de ces bâtiments. Ici, Kahn travaille avec un ingénieur d'origine lituanienne, August Commandant, particulièrement inventif et rigoureux. Kahn travaille dans le même temps, lui qui a dont la vie a été transformée par sa découverte des architectures antiques en Grèce et en Italie, travaille aussi sur la surface, sur la texture du béton, comme il le fait, et sur son vieillissement de manière magnifique avec le Salk Institute de La Jolla au début des années 60. Ailleurs, il sait, et je crois que c'est un des talents les plus extraordinaires qu'il ait eu, il sait ajuster les modes de construction aux conditions de la production locale, comme il le fait ici à l'Indian Institute of Management à Ahmedabad, où les éléments de béton qui demandent une main-d'œuvre plus spécialisée que celle des poseurs de briques qui font l'essentiel de la structure des édifices. Ici, ces éléments sont utilisés de manière très parcimonieuse, très précise et évidemment admirablement dessinée pour constituer les éléments en tension de ces structures. Vous les voyez sur les deux images, en grand et en détail. Alors, revenons à la France et revenons à des questions plus actuelles. La France a sans doute été le pays dans lequel la production des grands ensembles a été la plus intense par rapport à la population du pays. En valeur absolue, ce n'est sans doute pas le cas. C'est une production qui a été faite essentiellement à partir d'éléments à deux dimensions. Ici, ce que vous voyez, le grand ensemble de Sarcelles-Locher, de Boileau-la-Bourdette. Ici, le rappel des deux principaux outils de cette architecture des grands ensembles, c'est-à-dire le panneau que vous voyez en haut et le coffrage tunnel que vous voyez en bas. L'image est un peu floue. Le panneau et le coffrage tunnel, ce sont les deux outils qui ont permis de préfabriquer la France des Trente Glorieuses et qui n'ont été contestés que par de très rares architectes attentifs à l'expérimentation, dont je citerai simplement ici Paul Bossard, qui a pas beaucoup réalisé. Ici, son ensemble de bâtiments de la résidence des Bleuets à Créteil, qui est un exemple remarquable dans lequel on trouve à la fois l'idée de la préfabrication d'éléments en trois dimensions, qui sont des éléments très complexes, et l'idée aussi de la création d'une texture plus intéressante grâce aux pierres laissées en fond de moule. Donc il y a très peu de critiques et de subversifs dans cette période, ce qui explique sans doute le discrédit dont le béton a pu finalement souffrir dans les décennies qui suivirent. L'idée du passage à la troisième dimension, de l'assemblage d'éléments en trois dimensions, elle trouve évidemment son apogée dans le projet d'Habitat 67 de Moshe Safdie à Montréal, qui est un projet dans lequel l'élément tridimensionnel n'est plus, comme chez Bossard, un élément de corniche ou un élément de base, mais devient la cellule entière, superposée de manière tout à fait brillante. Ça reste à ce jour le meilleur projet de Safdie. Alors plus près de nous, les recherches se sont développées depuis les années 90 dans beaucoup de directions, et je voudrais, comme je le disais au début, insister sur le fait qu'aujourd'hui, il est finalement contestable de parler du béton au singulier et qu'il faudrait plutôt parler des bétons ou du monde des bétons. Recherche sur les textures et sur la visibilité du processus dans les projets de Tadaondo, sa chapelle à Rocco à gauche et l'immeuble
Galleria d'Osaka. Ce sont des projets de la fin des années 80, mais dans lesquels Ando est au plus proche de ce qu'il a capturé et transformé de l'architecture de Le Corbusier. Dans les années, à la fin des années 80 et au début des années 90 à Paris, découverte fondamentale dans cet immeuble, cet ensemble de la rue de Meaux de Renzo Piano, qui n'est pas tant l'idée de retrouver la cour résidentielle des HBM parisiens que de faire que le panneau de béton ne soit plus un plein, mais plutôt une sorte de résille, toujours porteuse, mais qui n'est pas opaque, qui est, comme vous le voyez ici, à claire-voie et qui porte ensuite la peau en céramique. Donc le concept même de panneau plein est transformé ici dans le travail de Piano. Cette idée de la réticulation du bâtiment, qui est finalement une réticulation qui n'est pas la réticulation des bâtiments à ossature, à poutres et poteaux, mais qui est une réticulation plus fine et parfois presque obsessive. On la trouve aussi dans ce dormitory, ou cet ensemble de résidences universitaires de Stephen Hall construit pour le MIT à Cambridge au début du XXIe siècle, dans lequel vous voyez à la fois la continuité de la structure à l'extérieur, une sorte de gigantesque poutre Firendel qui constitue le bâtiment lui-même, et à l'intérieur, dans les intervalles qui ont été dégagés, des formes plastiques comme celle de ce petit salon pour étudiants. Le mur de béton, la paroi elle-même est à la fois déguisée et en quelque sorte contestée dans la tour Akbar de Nouvelle à Barcelone, où l'image que l'on a de l'extérieur, cette image fractale très belle, notamment lorsqu'elle s'inscrit dans le paysage des toits de Barcelone, résulte d'un système assez complexe dans lequel le cylindre de béton qui constitue le bâtiment, que l'on voit ici, est progressivement, qui est un cylindre perforé, creusé de fenêtres, est ensuite équipé à la fois de menuiserie, d'un bardage et d'une sorte de deuxième peau faite de plaquettes de verre. Donc ici, c'est un travail sur un béton qui reste structurellement fondamental, mais qui est en quelque sorte contesté et nié par quelqu'un qui s'est plutôt attaché à des matériaux pouvant générer l'illusion ou la complexité visuelle, comme le verre, et son corollaire, souvent le métal. La Casa da Musica de Rem Koolhaas à Porto va dans une autre direction, qui est la redécouverte d'une recherche géométrique avec le béton, et notamment de formes cristallines et angulaires dans ce bâtiment, qui est un bâtiment très, très complexe et très compact, puisqu'il comprime dans ses flancs toutes les annexes de la salle de musique magnifiquement ouverte sur la ville que l'on trouve au sommet. Architecture anguleuse aussi, un béton sévère mais extrêmement puissant dans certains projets américains. Ici, un lycée de morphosis de Tom Main à Pomona, en Californie, qui est avec quelques éléments métalliques, mais qui est un ensemble de monolithes assemblés sur cet espace en plein air, parfaitement légitime dans cette contrée désertique. La surface même du béton devenant un objet de recherche totalement inattendu parfois. Deux exemples que vous connaissez sans doute. Cette espèce de petite chapelle très, très simple, puisqu'il s'agit d'un bâtiment une sorte de presque une stèle, en tout cas d'un édifice, d'un prisme polygonal d'environ 12 mètres de hauteur, que Peter Zumthor a construit en hommage aux frères Klaus dans le sud de l'Allemagne en 2007. La texture du béton brûlé, ici, résulte de la mise à feu du coffrage après la réalisation de l'ouvrage. Donc, on connaissait le béton brut de décoffrage, c'est le béton ici issu de l'incendie du coffrage, et donc un béton cramé et durci par le feu, et évidemment qui a toutes sortes de connotations tragiques. Dans le cadre de la bibliothèque d'Eberswald, Herzog et de Meuron ont travaillé autrement, à intégrer dans le béton une fonction iconique grâce
à l'utilisation de photos du photographe Thomas Roof qui ont servi de base pour réaliser des typons, comme dans le cas de la sérigraphie, à partir desquels la surface du béton a été gravée. Donc ici, nous voyons comment le béton peut être porteur, de manière tout à fait inattendue. Si on regarde l'histoire du béton depuis Hennebique, on a très peu d'exemples. Le béton permettait de faire des édifices sur lesquels on plaçait des fresques et des statues. Le béton lui-même, porteur d'images, était évidemment inconnu. Ici, le travail de Richard Meyer pour cette église construite dans le cadre du jubilé en 2000 à Rome, c'est un travail qui porte sur une autre question du béton, et j'insiste sur cette diversité, sur ce spectre de diversité de problématiques différentes. Meyer s'intéresse ici à la fois essaye d'obtenir avec le béton ce qui est son obsession dans l'architecture d'acier laqué, qui est une espèce de blancheur immaculée et pérenne. Il l'obtient grâce à un béton qui résiste et qui combat, un béton auto-nettoyant qui combat et qui rejette la pollution. Et l'édifice lui-même est constitué de ces étonnantes formes courbes qui ont été assemblées par une machine diabolique qui les a positionnées un par un. Donc ici, un travail de mise en œuvre tout à fait exceptionnel. La recherche du monument continue avec le béton. Ici, hommage de la vertu à la vertu dans le travail de Porzampar avec la Cité de la musique, malheureusement encore inachevée, au sud de Rio de Janeiro. Enfin, je voudrais évoquer ce que les recherches à la fois scientifiques et technologiques nous promettent aujourd'hui, et terminer sur ce point. Le béton est un matériau, je le disais tout à l'heure, cesse d'être un matériau unique, s'il ne l'a jamais été, pour être finalement un champ d'expérimentation en matière de matériaux dans lequel des questions extrêmement différentes sont traitées. D'une part, avec l'apparition des nanotechnologies, le changement de magnitude considérable de la dimension des agrégats qui permet de faire des bétons à ultra haute résistance comme le ductal de Lafarge, des bétons autoplaçants qui peuvent prendre des formes extrêmement complexes et donner naissance à des structures d'une très grande finesse, des bétons armés avec les matériaux les plus divers, fibres de verre, carbone, mais aussi textiles, comme dans le projet que vous voyez à gauche, et finalement des bétons qui en viennent même, pour peu qu'ils soient farcis de fibres de verre, à devenir sinon transparents, du moins translucides. Bien au-delà de ce que les pavés de verre enchâssés dans les structures des années 30 avaient permis. Donc les recherches dans ce sens vont très loin et permettent l'apparition d'une génération de projets qui ont rompu complètement, soit avec le langage des coques malgré tout modulaires ou finis dans leur dimension, soit avec le langage de l'ossature et évidemment avec le langage du panneau. C'est le cas de ce projet d'Emmanuel Combarel et Dominique Marek à Thiais pour la RATP, qui est une utilisation du ductal qui permet de faire un bâtiment dans lequel il y a une très grande continuité de la forme entre éléments verticaux et horizontaux et une texture qui est une couleur qui sont intégrales aux matériaux. C'est le cas des projets dans lesquels, grâce aussi à de nouvelles méthodes de calcul, les formes orthogonales de l'ossature sont subverties. Ici, le pavillon noir, le centre méridional de danse de Rudy Ricciotti à Aix-en-Provence. Ricciotti faisant faisant mine d'être un formaliste tant soit peu histrion et qui en fait a une excellente formation d'ingénieur civil et fait de ces bâtiments des lieux d'expérimentation, d'autant plus qu'à Aix-en-Provence et aussi à Marseille, où il réalise le musée des civilisations de la Méditerranée, il doit faire face à des normes sismiques assez complexes. Donc, dans le travail de Ricciotti aujourd'hui, à la fois du côté de la précontrainte utilisée pour les éléments structurants de manière très hardie et du côté de l'utilisation de matériaux comme le ductal pour créer des résines comme celle de la façade du Mucem, l'invention formelle et la rigueur absolument, je dirais, résolue du travail structurel se combinent. Et je voudrais terminer par deux projets suisses, ou en tout cas
oui, 2 projets suisses et un projet allemand, qui nous montrent aussi des horizons européens vers lesquels l'invention en termes de béton se développe. Ici, un projet d'un architecte zurichois du nom de Christian Kerez, qui est une école construite à côté de Zurich, dans lequel vous voyez, comme dans l'édifice de Ricciotti, la recherche de formes tout à fait nouvelles, et qui ne sont pas des formes arbitraires, qui ne sont pas des formes de carton construites en béton de manière un peu forcée, comme peuvent l'être les formes d'autres architectes que je n'ai pas nommés aujourd'hui. Donc Kerez, qui par ailleurs est quelqu'un qui a des racines en partie brésiliennes, et dans le travail duquel on retrouve parfois cette idée du grand bâtiment en lévitation qui vient de São Paulo, et le travail de Sanaa. 2 exemples, un exemple construit en Allemagne, ici à côté de la mine de Zollverein à Essen, cet édifice qui est extrêmement, je dirais, frappant à la fois par la contrainte de l'enveloppe et par la liberté du dessin. Donc c'est une des frontières du béton aujourd'hui, c'est d'abandonner définitivement l'obsession de la grille, l'obsession d'une réticulation absolue de la construction. Et le dernier projet que j'ai vu il y a une semaine, c'est le Learning Center, comme on dit en Suisse, de Rolex pour l'école polytechnique de Lausanne, qui est une très grande plaque de béton. Vous voyez en bas le plan, c'est le petit panneau d'orientation qui vous montre qu'il s'agit en fait d'une espèce de tranche de gruyère, dans l'épaisseur de laquelle ont été placés les locaux qu'utilisent les étudiants. Donc en haut, vous voyez la sous-face en béton. Je n'aime pas beaucoup les façades, les côtés, je les montrerai donc pas. Ces côtés qui se trouvent là, je trouve qu'ils ne sont pas extraordinairement réussis, mais en revanche, cette image, cette espèce de continuité de la vague que constitue le bâtiment en sous-face est remarquable, et elle est bien plus encore à l'intérieur, où cette qualité d'hospitalité que permet ce plan continu apparaît de manière très très claire. Alors dans ces projets utilisant le béton à ultra haute performance ou utilisant des géométries tout à fait nouvelles, on retrouve sans doute cette dimension utopique qu'avait eu le matériau au début, ou le système du béton, plus qu'un matériau, le système technologique du béton. Le béton, vous l'avez compris, ce n'est pas simplement un matériau, c'est aussi des coffrages, des outils, une forme de division du travail, c'est une culture technique assez complexe. Et bien dans son ensemble, cette culture technique, elle semble retrouver aujourd'hui cette dimension utopique, en présente en tout cas à mes yeux la rencontre de la recherche scientifique, la recherche sur les nanomatériaux, les recherches en chimie et physique des matériaux, les recherches sur les technologies, sur les mises en œuvre et sur la division du travail dans la fabrication des ouvrages en béton, évidemment, les recherches sur l'architecture et les formes que ces techniques et que ces découvertes permettent. C'est là, cette utopie que l'on découvre aujourd'hui, c'est celle qui avait porté les grands bâtiments du mouvement moderne. Et aujourd'hui encore, je trouve que plus que dans d'autres matériaux, sans doute, dans le verre, qui est un matériau manufacturé que l'on commence à pouvoir utiliser de manière très diverse, mais qui reste un matériau produit en usine et non pas un matériau réinventé, transformé par sa mise en œuvre sur le chantier, plus que dans l'acier aussi. C'est dans les bétons armés que l'on trouve cette invention à l'œuvre. Merci.